Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui en balade le long du canal Saint-Martin, plus précisément quai de Valmy dans le 10e arrondissement. C'est un quartier qui a une véritable gueule d'atmosphère, à la fois festif et joyeux. Il n'est pas rare dès les premiers rayons du soleil de retrouver pas mal de Parisiens lézarder le long du canal à l'heure de l'apéro. Mais si vous cherchez des endroits un peu plus calmes, n'hésitez pas à vous promener dans les rues adjacentes comme la rue des Vinaigriers, qui est un véritable concentré du Paris d'aujourd'hui, à la fois avec des boutiques historiques et aussi des corners pour bobos. Allez, on se retrouve juste après le sommaire. On est parti les amis. Cette semaine, Yvan ira casser sa piñata chez Elena, rue des Vinaigriers, règne de la joie et de la bonne humeur. Écoute, de toute façon, nous, on vend que la joie. On a également... À la cidrerie, Benoît embarquera Yvan pour un tour du monde des cidres méconnus du grand public. Les terroirs cidricoles dans le monde sont immenses. Avec Frédéric Gersal, on découvrira l'histoire de la caserne Vérine et de ses vaillants occupants. Jean Vérine ne supporte pas en 1939 la défaite de la France. Dans les ateliers de la garde républicaine, Yvan ira à la rencontre de ces artisans qui perpétuent des métiers séculaires. On est fourbisseur de sabre. Fourbisseur, c'est remettre en ordre le sabre. Mais pour commencer cette émission, allons éveiller nos papilles chez des fromagers pas comme les autres. Bonjour. Bonjour Yvan. Par l'odeur alléchée, je pense que je suis au bon endroit, non? Exactement. Ça va Romain, ça va Ça Pierre? va très bien, merci. super. Tous les deux, vous tenez cette maison qui s'appelle Parole de fromager. Exactement. Vous êtes tous les deux fromagers. C'est quoi? Racontez-moi un peu l'histoire de ce lieu. Alors nous, en fait, on se connaît déjà de l'école hôtelière. D'accord. On a fait l'école hôtelière, c'était à Vatel, on était à Nîmes. Puis on s'est dit, on va monter la capitale. Parce qu'on n'est pas du tout du coin, hein. On n'est Ouais. pas du tout de Paris, nous. Hein. Ouais. Moi, je suis de Nice. Bah, Nice, mais toi t'es pas de Nice. Moi, je suis du Beaujolais. Du Beaujolais, Avant, d'accord. j'étais dans le vin. Ah Et puis oui. j'ai switché pour le fromage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours voulu être fromager. Depuis que je suis enfant, c'est ma passion. Et là, vous avez décidé d'ouvrir donc une fromagerie rue du Faubourg du Temple. Ouais. Une fromagerie un peu particulière parce qu'il y a plusieurs activités ici. Oui, il y en a beaucoup. Hein. C'est vraiment une fromagerie traditionnelle. Et puis, caché derrière, même au-dessus, nous avons un laboratoire où on fait des ateliers de fabrication de fromage. Bon alors on va le déguster ce fromage ou pas? D'abord, on va le faire. On va le fabriquer déjà. D'abord, on le fabrique. Là-haut. Et on va Exactement. fabriquer quoi? Alors aujourd'hui, tu vas fabriquer de la mozzarella. Bon, du coup, je te donne ton tablier. Ouais. Et puis, on y va. On attaque. Ok. Voilà. Et pour la peine, il y a une petite... Petit morceau. Ah, on l'a pas vu celui-là. Bon, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est bon, hein? Yeah, I wish we could be friends. And it's how we surely had. Attention, chaud devant. You and I could never be that. Donc, on a pris du lait. On a fait chauffer le lait. Donc, on a monté à autour de 38 degrés. On a mis de la présure. La présure qui est cet agent coagulant qui vont découper les protéines et faire cailler le lait. Donc, tout l'enjeu d'une bonne mozzarella, ça va être de sortir suffisamment de lactosérum, donc c'est l'eau du lait d'une certaine manière. Donc là, on va prendre cet outil qui s'appelle un tranche-cahier Ouais. et on va découper le cahier. D'accord. Alors je dis on, mais en fait c'est toi qui vas le faire. Donc Pour voir. tu y vas comme ceci Ouais. et on va d'un seul coup au fond. Boum. Ok. Voilà. Là, Et on y maintenant va. tu vas d'un seul coup de l'autre côté. Hop. Ok. L'objectif pour nous, c'est de faire des petits cubes de la taille d'une noix. On découpe, super, magnifique. Et on remonte. Et on remonte. Donc maintenant, on va mettre les mains dans le cahier de manière à pouvoir manipuler le cahier délicatement et recouper le cahier avec un couteau de manière à pouvoir faire des petits cubes. Voilà. Hop. Quand on fait des fromages de type pâte pressée cuite, donc comté, Beaufort et Mental, on découpe de la taille d'un grain de riz. Plus en fait on va laisser avoir des pâtes molles, plus on va laisser des découpes un peu plus grossières. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien. Ça a l'air Ça a pas l'air mal. Ouais. On a quand même beaucoup d'eau. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'en séparer. Je te laisse faire. I wonder Parfait. if you're reading my letters lately. I wanna let you. Donc on va mettre le cahier dans de l'eau à 80 degrés. Donc c'est très chaud. L'objectif, c'est de fondre un petit peu le fromage et on va étirer les fibres pour les mettre toutes dans le même sens. Ça, c'est le filage. Et après, on va faire le façonnage, c'est-à-dire qu'on va faire la boule.
Et pour garantir une belle texture, il faut que ça se fasse rapidement. Donc le secret, c'est avec le choc thermique entre la mozzarella qu'on va filer dans l'eau à 80 degrés et l'eau qui est à 4 degrés. Je suis assez fier de nous. Yvan, t'as un peu la pression en La fait. grosse pression. T'as un peu la pression que tu peux pas te planter en fait. C'est vrai Juste Ah, on voit les comme fils. ça file. Ah oui, c'est ça, filer, d'accord. Voilà. Et là, maintenant, tu peux la prendre à la main. Super. Et là- donc, comme quand tu pétris avec tes pouces, tu vois, là, super, bravo. Il a fait ça toute sa vie. Après, tu peux la pincer entre tes doigts par le bas pour la fermer. Et hop, tu la fais tomber. Tu retournes ta main et tu la fais tomber dans l'eau. Magnifique. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, la mozzarella, elle est prête. On peut la consommer normalement. Plus c'est frais, meilleur c'est. Regardez-moi ça. Allez, hop, on y va les garçons. Alors, Voilà, on est prêt. Donc à partir de maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Chacun pour sa gueule. Bon, moi je la prends à la main, direct. allez, moi je prends Toi, celle-ci. t'aimes bien toucher ton fromage, toi. Moi j'aime bien sur mon fromage. Moi. Ouais, c'est vrai. Et là, on voit la bonne texture quand on la coupe en deux. C'est ma première mozzarella de la rue du Faubourg du Temple. Très bonne. Bravo. Elle est pas belle la vie? Elle est géniale. Santé. On trinque? Merci Yvan. Merci les gars. Santé, Santé. prospérité, bonheur. Avec modération. La garde républicaine est une branche de la gendarmerie nationale qui assure les missions d'honneur et de sécurité de l'État. La tenue de cavalier et fantassin doit être impeccable. Salut chef. Bonjour Yvan. Alors moi je suis incorporé normalement dans l'infanterie, donc tout ce qui est céleri, c'est pas pour moi. Hein. Ça va pas être pour nous aujourd'hui. Non. Nous, c'est l'atelier Chaco et le Chaco est prêt. On va parler de ce qui se passe dans cette caserne, exactement. Parce qu'ici on s'occupe un peu de tout ce qui est équipé, habillé, tous les gardes républicains. Et exactement. On s'occupe à nous 8 de tout l'arnachement de la garde républicaine, de tous les chacos d'infanterie, de toutes les réparations pour les unités d'intervention, tous les crispins. Sébastien est en train de réparer des rennes, Jean-Luc est en train de faire des étrivières. Ouais. Et là, on va passer dans la partie dite infanterie, où on s'occupe des personnels à pied. Attention à la marche. Donc Yvan, avec Julien, on t'a préparé ton chaco. Ah. Oui, c'est un peu serré, non? C'est normal? Forcément. Et ce qui fait mal, en fait. Un peu. On le sent. Mais il fait pas mal, mais on le sent. C'est quoi un shako exactement? Pourquoi on dit pas un chapeau? C'était en 1802. En fait, les troupes prussiennes qui étaient au service de la monarchie avaient des chacos. Ouais. Et il y avait un général qui a passé les troupes françaises en revue et leur bicorne, sous la pluie, avait complètement fondu. Et donc les troupes prussiennes au service de la monarchie française avaient un chaco et c'est pour ça qu'on a pris ce nouvel D'accord. équipement. On a emprunté ça aux On Prussiens. Exactement. Donc tous les gendarmes de la garde républicaine possèdent un shako. Que les fantassins, les personnels à pied. Et donc ils l'utilisent pour... Tous les services d'honneur. À chaque fois qu'il faut être beau pour la République et efficace. En tout, il y en a combien de shakos dans... On doit être à 1560. que vous devez, vous, ici, dans cet atelier, entretenir, restaurer, réparer... Galonné. En fait, ces shakos, c'est des shakos historiques. Ils ont déjà été portés plusieurs fois par d'autres gardes républicains. Oui, c'est pour ça qu'on apporte un soin avec une jugulaire neuve pour l'hygiène, avec un galon fait au grade de la personne. Et quand il va partir, il va nous le réintégrer dans la meilleure condition possible, ça va de soi, afin que ça puisse continuer de perdurer les cycles. Là, il est complet. Là, il est complet, prêt à partir en service. Alors, je vais me coiffer avec le shako. Voilà. Il faut le porter un peu devant, comme ça. Hein? Oui, très légèrement. D'accord. Ça me va? Ça va. Mais pendant les services d'honneur, on n'a pas le droit d'avoir de lunettes. Ah. C'est lentille obligatoire. Bah, écoutez, merci, Jérôme. Bah, de Moi, je vais rien. continuer à m'équiper. À très bientôt, Yvan. Merci beaucoup. On the streets of Cincinnati, unafraid of being lonely. Barcelona, Granollers to Monsigny. On beaches in the rain where no one can pronounce your name and no one cares about who you pretend to be. As the sun set on the mountain, I awoke and started counting down the Bonjour, chef. Bonjour Yvan. Je viens d'être incorporé. On m'a donné le shako. Il me manque le sabre. D'accord, il est déjà prêt. Ah, déjà? Le voici, Waouh. Il brille. en état de service.
Mais c'est lourd, dis donc. C'est lourd, ça fait 1,7 kg. C'est un bel objet. C'est un bel objet historique depuis 1845 jusqu'à nos jours. Alors celle-ci, c'est marqué sur le dos de la lame. Elle est toujours en service depuis. Elle a été transmise de cavalier en cavalier. Et notre plus vieille arme date de février 1823. Parce que c'est ça votre métier, vous ici. Vous êtes quoi? Fourbisseur, c'est ça? On est fourbisseur de sabre. Fourbisseur, c'est remettre en ordre le sabre. Sylvain, comment on devient fourbisseur ici, dans cette grande maison? Moi, j'ai voulu venir dans cet atelier-là en voyant une photo dans un livre sur la garde républicaine à l'âge de 5 ans. Et j'ai orienté toutes mes études afin d'arriver là. Mais à 5 ans, on avait envie de monter sur le cheval, peut-être? Non, du tout. Moi, je voulais faire des sabres. Et en tout, vous vous occupez de combien d'armes? Alors, il y a 6000 armes blanches à la garde. Ah, et combien sont malades en même temps? 400. Ah, mais il y a du boulot. Quand on tape comme ça, on entend la lame qui résonne. C'est ça, oui. Elle sonne vraiment, comme une cloche, qui est bien faite, on la fait sonner. Bah, la lame, c'est pareil, quand on le monte, on sait déjà que le système est déjà en place et tient. Ouais. Là, par exemple, là, c'est quoi? C'est un fourreau, ça, c'est ça? Ça, c'est un fourreau. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce C'est fourreau? un fourreau qui a été plié par un cheval en se couchant. Ça, c'est foutu? Non, c'est jamais foutu. Là, on va réchauffer, on va remettre en forme, on va ressouder à l'acier pour pas que ça se voit. Là, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Celui-ci, par exemple, voilà un exemple, un sabre qui s'est coincé, qui était complètement plié. Hop. On peut toujours le sortir et il reste droit. L'avantage, c'est que même quand le fourreau tord, la lame reprend sa forme. Je peux vous montrer. Une lame, on peut la plier très fortement C'est super souple. et revenir dans l'axe. Bon, en tout cas, le mien, il est parfait. Le vôtre, il est prêt pour partir en service avec votre shako et votre tenue. Merci beaucoup, chef. De rien, je vous en prie. Et bravo pour ce que vous faites, parce que c'est un très joli travail. Merci beaucoup. Là, j'ai mon shako, j'ai mon sabre. Il ne me reste plus que ma tenue, en particulier mon manteau. Et pour ça, je vais me diriger vers le magasin d'habillement. Ah, Frédéric, vous ici. Comment ça va? Mais très bien, vous êtes aussi en cours d'incorporation. Ah oui, ça y est, j'ai eu le manteau, moi. Ouais, mais vous n'avez pas le shako. Ah non? Bah, essayez celui-ci, par exemple. Oh, ça va être trop petit. Vous croyez? Vous avez une petite tête. Ah oui, effectivement. Ça fait un peu œuf à la coque. Exactement. Je vais vous en trouver un autre. À condition que vous me racontiez l'histoire de cette caserne. Ah, bah avec plaisir. Elle date de quand exactement, cette Eh caserne? bien, écoutez, tout commence au milieu du 19e siècle. On ne peut pas être plus précis puisque la décision officielle, c'est 1855. On est vraiment au milieu du 19e siècle. Et puis, c'est l'architecte de Grove qui va réaliser Cette immense caserne. elle est immense. grande. Ah oui, oui, très imposante, très importante. 1 hectare de terrain, vous vous rendez compte? En plein cœur de Paris, comme ça, 1 hectare de terrain, elle est à peu près aussi grande que l'emprise de l'hôtel de ville de Paris. C'est pour donner un petit peu un ordre d'idée à celles et ceux qui nous suivent. Alors pourquoi on l'a réalisée, on l'a construite, cette caserne? Alors on l'a construite parce que d'abord elle peut accueillir 3200 soldats, Ah oui. ce qui est quand même une caserne importante pour pouvoir éventuellement affronter les révoltes qu'il pouvait y avoir dans le quartier du faubourg Saint-Antoine. On avait peur d'une nouvelle révolution, c'est ça? Absolument, et en tout cas d'une révolte aussi. D'une révolte. Et alors, la garde républicaine s'est installée quand, ici précisément? Alors elle pose un premier pied dans les années 1870-71, après la Commune, où là on l'installe pour la première fois. Mais elle s'installe véritablement en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et alors après, elle a porté le nom de caserne Vérine, Vérine, absolument. juste après la guerre. Juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, cette fois, la Seconde Guerre mondiale. Et ça, je vais vous l'expliquer, je vais vous dire qui est ce monsieur Vérine, puisqu'il s'agit d'un homme, d'un militaire, d'un garde républicain. Et ça, on va aller voir ça dehors. Mais d'abord, on va laisser ce shako, ce sabre et votre manteau, Oui. parce que ce sont des vêtements précieux, Absolument. militaires, et qu'on n'a pas le droit de se promener avec comme ça. Surtout avec une arme, vous êtes capable de tout. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me. Là, effectivement, on voit bien, Frédéric, l'ampleur de la caserne. 144 mètres de façade, vous imaginez? C'était qui, ce monsieur Jean Vérine? Jean Vérine est né à Brive-la-Gaillarde, il perd son père assez jeune et il va entrer dans l'armée et puis ensuite il va entrer dans la gendarmerie. Il va avoir différents postes outre-mer, à Constantinople, en Syrie. On est avant la Première Guerre mondiale. Hein. Et pendant la Première Guerre mondiale, il perd l'œil droit suite au tir d'un sniper. Et puis il est muté ici à Paris dans cette caserne et il va gravir les échelons et devenir
le patron du 3e bataillon de la garde républicaine. Mais surtout, il ne supporte pas en 1939 la défaite de la France face à l'envahisseur et il entre tout de suite en résistance, avec notamment des gendarmes et des gardes républicains à l'intérieur de ce réseau. Et c'est un réseau de résistance important pour Paris et pour, dans l'avenir, la libération de Paris. Et alors il va se faire arrêter, qu'est-ce qui va lui arriver? Alors effectivement, en 1941, il est arrêté avec d'autres membres de son réseau. Et il est envoyé en Allemagne où là il va être torturé, interrogé. Il ne va pas lâcher un mot, pas un nom. Et il va être jugé, condamné à mort et exécuté en octobre 1943 à Cologne. Pour lui rendre hommage, on a donc décidé que cette caserne porte son nom. Effectivement, à la sortie de la guerre, en 1947 pour être précis, cette caserne rechange à nouveau de nom. Après avoir été la caserne du Château d'Eau, puis du Prince Eugène, devient la caserne Vérine, en hommage à ce garde républicain résistant de haut vol. Merci beaucoup Frédéric de Merci. nous avoir conté l'histoire de cette caserne Oui. et l'histoire de ce grand monsieur Jean Absolument. Merlin. Si vous voulez finir de vous incorporer, il faut y Ah retourner. bah oui, là. je vais y retourner, oui. Je vais reprendre mon manteau Ça et marche. votre sabre. Allez, Bye bye. bye bye. À bientôt et merci. It's a sunny day. It's so bright, so bright, so bright. It's a sunny day. It's so bright, so bright, it's so bright. It's a sunny day. Benoît Marinos est un missionnaire du cidre artisanal qui veut prouver qu'il y a des alternatives au cidre industriel bu dans les crêperies de France. Salut Benoît. Salut Yvan. Ça va? Ça va et toi? Salut Mathis. Salut. Qu'est-ce que tu bois? Du vin? Non, je bois du cidre. Ah bon? Comme c'est Ouais. bizarre. Tu Eh. bois du cidre ici? Ouais, exactement. Là, je me suis servi un petit verre du cidre du Cotentin. Du cidre du Cotentin. Ouais, exactement. Il y a plusieurs régions en France qui ont des AOP. Il y a le Pays d'Auge, le Cotentin, la Cornouaille. Donc c'est vraiment une histoire de terroir aussi, Bien comme sûr. le vin, le cidre, c'est la même Exactement. chose. Alors toi Benoît, t'es tombé dans le tonneau quand? Du cidre? Moi, je suis originaire de Quimper en Bretagne. Ouais, Donc, ouais, l'autre région du cidre. exactement. Il y a la Normandie et la Bretagne. Et la Bretagne. Et alors ce projet, c'est quoi? C'est une cidrerie, c'est ça? C'est la seule et unique cidrerie de Paris? C'est un bar à cidre, pas restaurant. On a Y a un pas de petit peu crêpes resto- ici? Non. Tu l'attendais celle-là? Et on a des clients. Au début, quand on a ouvert, on a eu ça. Vous faites pas de crêpes? Ah, mais c'est dommage parce que les galettes, c'est. Eh ben non, on est le seul pays au monde qui associe les galettes au cidre. Alors le cidre, ici, on le consomme comment? On achète une bouteille et on s'installe à table? Alors, il y a deux écoles. On a l'école anglo-saxonne, donc c'est des cidres à la pression. Donc on peut prendre en 25 centilitres ou 50 centilitres, mais on fait également un petit plateau dégustation où tu peux choisir 4 cidres à la pression dans des petits verres de 19 centilitres. Alors je commence par quoi? Par numéro 1. Très bien, mais alors que ça, Quand même, on va préciser avec modération. avec modération, bien sûr. Là, donc, tu as un cidre que tu as déjà, voilà. Ah oui, c'est un cidre pour aller avec les crêpes. Alors, non, non, il est très bon. Il est très bon, mais il est doux. Alors, deuxième. Donc là, on est sur un cidre qui est beaucoup plus sec, Oui, beaucoup plus sec. 9 degrés. Là, ça attaque. C'est le but de les mettre les uns après les autres. C'est pour que, en fait, tu te dises, ah ouais, non, mais c'est hallucinant. En fait, moi, le cidre, je pensais que c'était ça. Et en fait, il existe. Ah non, mais c'est complètement autre chose, ça n'a rien à voir. Les Français ont tendance à croire que le cidre est ou normand ou breton, alors que les terroirs cidricoles dans le monde sont immenses. Il y en a en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, en Norvège. On peut le quantifier tout ça, les cidres du monde entier? Nous, déjà, juste là, la partie caviste, on a 80 références en bouteille et une quarantaine qui tournent à la pression tous les jours. Tu nous les montres, ces merveilles de ta cave? Ouais, bien sûr, suis-moi. Alors, voici Une petite sélection. On essaye de trouver des cidres atypiques, très marqués dans les goûts, pour vraiment que ça marque la personne qui vient acheter une bouteille. Les prix vont souvent de 9 à 17 euros. Je pense que pour une bonne bouteille de cidre atypique, il faut mettre entre 10 et 15 euros. On m'a parlé d'un cidre très particulier, c'est le cidre canadien, c'est ça? Exactement, Qu'est-ce que ouais. c'est que ça? Le cidre de glace? Alors, on a cette petite pépite du Canada. Donc, c'est un process qui a été inventé dans les années 90. Un cidre de glace, c'est un cidre qui a été fait par cryo-extraction. Ouais. Donc, pour vous expliquer le process, normalement, on ramasse les pommes entre septembre et décembre. Ok ? Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser les pommes sur l'arbre, gelées pendant tout l'hiver canadien, sous Ah ouais, moins 40. Et en fait, la pomme va cuire sur l'arbre avec le froid et s'appauvrir complètement en eau.
et exploser son taux de sucre. Et on va obtenir un cidre liquoreux et très parfumé. C'est vraiment croquant, c'est vraiment un digestif, ça a des arômes de tarte à thym, c'est incroyable. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces découvertes, Benoît. Merci d'être passé. In the middle of the night, I can dream away. Change what I like and go back to the future again. In the middle of the night, gonna scream your name. La boutique d'Elena Farah est la plus ancienne de la rue des Vinaigriers et certainement la plus colorée, la plus joyeuse. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ça va s'arrêter là, mon espagnol. Salut, Ok, Elena. c'est pas grave, salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Tu es la propriétaire de la boutique la plus colorée de la rue des Vinaigriers Il paraît, oui. et la plus drôle, sans doute, non? Écoute, de toute façon, nous, on vend que la joie. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique de piñatas. C'est la piñata, las piñatas. Las piñatas, Pluriel. d'accord, en espagnol. Ouais. La piñata, c'est une tradition de l'Amérique latine. À chaque fois qu'il y a une fête, on casse une piñata. Et à l'origine, on dit que c'est Marco Polo qui a apporté cette tradition de la Chine. Et le mot piñata, ça veut dire une marmite en terre cuite en italien. Chinoise, italienne. Italienne. Après, ce sont les Espagnols qui sont appropriés et ils ont commencé à coller plein de petits papiers de couleurs. Et quand ils sont partis en Mésoamérique, ils ont apporté cette tradition D'accord. de la piñata. Dans ton pays, par exemple. Dans tous les pays de l'Amérique latine. Toi, tu fais des piñatas, c'est ça ta spécialité, c'est une de tes spécialités. Et les piñatas, c'est ça. C'est tout C'est ce ce que qui vous flotte voyez là. autour de nous, là. Voilà. Voilà, on arrive chez toi, je voudrais une piñatas en forme de goéland. Mais tu fais un oui, goéland. On l'a déjà fait. Ah, tu l'as déjà fait? Si. T'as tout fait, t'as fait tout, toi, tout ce que c'est On a- possible. je pense qu'on a fait au moins 300, 400 modèles différents déjà. D'accord. Modèles différents, ça veut pas dire Oui. le nombre de piñatas Non, des réalisées. piñatas, il y a des milliers. Des milliers que tu as réalisés ici? Oui. Et ton atelier, il est où? Il est juste derrière la boutique. Tu m'y emmènes, on va en fabriquer une ou pas? Allez, on va essayer. Voilà mon atelier. Sympa. C'est ici que je piñate tous les jours. Que tu piñatas tous les jours. Ouais, j'ai inventé un verbe en espagnol, piñatear. Ah, d'accord, je comprends. Il y a un Maintenant, tu ballon comprends. à Voilà. l'intérieur. C'est les ballons qui me donnent la forme ronde. C'est des journaux avec Ça, de la c'est du colle. papier journal et de la colle. La colle, on la met toujours sous la base de la piñata. D'accord. Et après, on colle les papiers. Une fois qu'on a notre piñata qui est réalisée, il faut la remplir de Ah, gourmandises et de petits cadeaux. Donc on a quoi? On a des... Des sarbacanes avec les petites boules à lancer. D'accord. Allez, on y va. On y va. Oui, j'adore ça. Et les enfants On met adorent. tout ça? On va mettre tout ça. Ah oui, c'est généreux. Mais oui, c'est les symboles d'abondance. Ah. Bah, dis-moi, Elena, je pense que c'est pas assez rempli encore. Fais Regarde-toi. Ah oui, on peut mettre encore un tout petit peu plus. Allez, on hein. en a un peu, ouais. Allez, mets tout ça. Ça y est, c'est bon? Elle est remplie? Ah oui, ça a changé de poids, là. Ah ouais. Qui sont tes clients? Qui vient t'acheter des piñatas? C'est quand même incroyable, mais la plupart de mes clients, ce sont des Français, plus que des Latinos. Quand j'ai commencé à faire des piñatas, tous mes amis me disaient, mais tu es folle, les gens ne connaissent pas. Et je disais, vous allez voir un jour les petits enfants français, Ils vont s'y ils mettre. vont croire que la piñata, c'est une tradition Et française. c'est grâce à toi, ça, en Peut-être, grande partie. oui. On part avec? Allez, on part avec. Tape, allez! Súbela, súbela, súbela. Oh là là, Inés. Dale, dale. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, stop, Juliette, stop. Trois petits tours. Allez, vas-y. Vas-y. Fort. Là, Nicolas. Así. Encore. Stop, stop, stop. Allez, tape! Il va falloir qu'on lui donne un vrai coup. Hein. Ouais. Allez, j'ai Mais terminé. allez, allez. Waouh, c'est super. Allez, c'est génial. N'oublie pas les petits bonbons. Regarde, il y en a encore là, ramasse.
On va terminer l'émission avec toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr, à venir me parler évidemment sur les réseaux sociaux. Et puis on n'oublie pas Paname, la carte, les bons plans. Tu vas bientôt être dans cette application. On trouve les bons plans de Paname depuis 9 ans qu'on on arpente Paris. C'est sur le site paname.paris. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Et puis moi, j'ai envie de t'embrasser, Léna. Hein, on s'embrasse? Oui. C'était très sympa, merci à toi. Atelier Charcot, 5e, 4e. Pignata, 1e. Quand tu veux, tu me poses la question. J'ai oublié. À gauche, les enfants, à droite? À gauche. Devant. Allez, encore. Allez, vas-y. Oui. Allez, stop. Ouais, stop, on va faire jouer les enfants.